Bienvenue dans les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Les talks qui donnent la parole à toutes les voix du design. DA, typographe, motion designer, sound designer, UX designer, rédacteur, conseil. Des talks pour tout savoir sur ce qui les inspire, sur leur approche créative et sur ce qui fait avancer le monde du design. Les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Produit par Star Trek et présenté par Pierre Naban. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les talks de l'ADC. Là, il y a quelque chose à faire. Si votre petite voix vous dit ça, c'est peut-être le début de l'indépendance. D'abord, une intuition qui nous souffle que notre vision, notre métier, notre expérience peuvent devenir plus grands que nous pour réunir une équipe, devenir une agence. C'est le moment de saisir la barre et de partir vers l'horizon. Si le dirigeant est comparable à un capitaine, il a la charge de toujours garder le cap, de résister en cas de tempête, de préserver chacun, toujours à l'écoute de ses clients et de son équipe pour les mener à bon port, apporter des solutions, explorer de nouveaux horizons. C'est peut-être ça, l'esprit d'indépendance. Toujours se dire « et là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire ?» Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour des micros 3 entrepreneurs et dirigeants. Domiti Mailleux, directrice générale associée, responsable de la stratégie et de la production de l'agence Star Trek. Marc Schreiber, président et directeur de la création de l'agence Luciole, et Sébastien Server, président et directeur de la création de l'agence Server & Co. Bonjour à tous les 3, ravi de vous accueillir dans les talks de l'ADC. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer ? On se lance dans le bateau de l'indépendance. Avec plaisir. À fond. Je parlais de cette petite voix qui à un moment nous dit on se lance, il y a quelque chose à faire. Est-ce que cette petite voix, ça vous parle ? Oui, au quotidien, elle nous anime, j'ai l'impression. Pour trouver, en fait, c'était même ce que tu disais, d'aller chercher... Explorer des horizons, des chemins. Des chemins de traverse non explorés encore. Ouais. Non, moi c'est le « et pourquoi pas ?» Le et pourquoi pas ? Ouais. Ah ouais, pourquoi pas ? On va essayer, tout seul, à sa façon, avec beaucoup d'intuition et d'enthousiasme. C'est ça qui amène à vouloir se lancer son agence, son activité. C'est ce et pourquoi pas ? Ou est-ce qu'il y a d'autres moteurs ? Ouais, il y avait un facteur humain. Moi, je pense que j'avais pas trouvé chaussure à mon pied et de le faire avec les gens que j'estimais en capacité de m'accompagner et avec notre philosophie. Donc, c'est ce qui fait que ça va plus loin, quoi. C'est un engagement un peu viscéral. Aventure humaine. Et aussi Aventure embarqué humaine, avec l'équipe. Une aventure humaine. Ouais. Et je pense même que c'est l'équipe qui a poussé parce qu'on devienne indépendant et qu'on continue comme ça. Moi, c'était à la fin du siècle dernier, donc ça remonte un peu loin. Mais c'est vrai que c'était le début d'Internet. Il y avait la petite voix de Libération qui parlait le jeudi, qui parlait d'Internet. Il y avait une espèce de cahier spécial. Et du coup, tu avais même un magazine qui s'était monté, qui s'appelait Futur, qui parlait de toutes ces startups qui arrivaient. C'était Caramel, etc. C'était la rue des jeuneurs. Enfin, c'était vraiment une période assez dingue. Et moi, j'étais tout jeuneau. J'étais DA dans une petite structure, un petit studio. Et moi, j'avais plutôt envie de monter mon agence. Et en fait, c'est la petite voix qui m'a parlé, c'est plutôt la personne qui m'avait recruté et qui m'a dit, en fait, je sais pas, ça faisait peut-être 6 mois que j'étais là, et qui m'a dit, mais on pourrait s'associer, tu pourrais prendre des parts. Et moi, je sais pas, genre 26, 27 ans, je me dis, mais de quoi il me parle, quoi. Enfin, moi, j'avais prévu de monter ma boîte d'ici quelques années, j'en étais pas du tout là. Et du coup, l'aventure est partie comme ça. Effectivement, quand on est jeune, je pense que tu pars assez vite. Et le moteur, le déclencheur, c'était... est-ce que ça a été ce... Et pourquoi pas ? Ou en fait, il y a un projet quand même qui se dessinait et ça cochait les cases d'un projet que tu avais en tête ou... Écoute, il y a eu plusieurs mois de réflexion, parce que encore une fois, j'étais un peu pris de court, parce que j'avais prévu plutôt de monter mon agence, mais peut-être plus tard. Et là, il fallait que je réponde sur une structure qui n'était pas la mienne, c'était pas du tout mon bébé. Et j'avais plein de copains qui me disaient, mais t'es malin, tu viens de démarrer dans la vie professionnelle. J'avais fait une agence avant, et avant j'étais au Sénégal, en centre culturel français. Et du coup, j'étais DA graphiste. Enfin, j'étais sorti des Arts Déco de 3 ans avant. Et du coup, c'était assez curieux de devoir se lancer, de donner une réponse aussi rapidement. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, c'est super parce qu'il y a déjà des clients, il y a déjà une équipe et je suis parti de ça. Donc,
Je suis arrivée, Star Trek avait déjà 2 ans, mais Alex avait créé une production sonore, en fait. Il y avait juste 2 personnes, lui et un assistant à ce moment-là. Et je connaissais rien au son. Il m'a dit viens, je cherche quelqu'un. Je lui ai dit je ne connais rien au son. Il me dit je vais t'apprendre. Bon, et donc ça s'est fait comme ça, mais tout s'est fait très naturellement en fait. Et je dirais que c'était un peu comme dans une ruche, une abeille qui crée une alvéole, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et tout naturellement, tout est arrivé à se connecter, comme on disait tout à l'heure, en se plaçant dans les petits interstices où on identifiait qu'on avait des choses à faire. Et donc voilà, donc en transformant cette production sonore en agence sonore et donc en faisant croître nos capacités d'inventer. On parle souvent de plutôt saisir des opportunités, un moment, une rencontre, des opportunités sur un marché, avoir une équipe qui est prête à nous accompagner. Est-ce que c'est ça? C'est une logique d'opportunité? Moi, clairement, oui, puisque moi, j'ai le fondateur du studio, qu'il avait monté quelques années, 7 ans avant, je crois, qui me dit « Rejoins-moi, tu vas prendre 40% et puis tu vas m'aider. » Et puis moi, j'aimais bien le contact client, donc je commence aussi en tant que DA à rentrer un peu sur ces sujets-là, sur des sujets de planning, etc. Mais je me rends surtout compte qu'on a 25 ans de différence. Et du coup, lui, quand il rencontre des clients, c'est le senior, c'est le mec qui est bien posé. Et moi, je suis le genou. Donc, moi, je me souviens de certaines clientes qui me disaient « Je ne vous parle pas à vous. » C'était plutôt amusant. C'est marrant, c'est assez similaire. Moi, j'étais d'abord salarié dans une agence. Et ils m'ont laissé faire un peu ce que je voulais parce que j'exprimais. Alors, j'étais loin d'idée de monter une structure, mais j'avais déjà un contact client et j'avais une grosse confiance en moi sur les projets. Et ça se passait bien. Et il y a eu un déclic où à un moment où je me dis, mais voilà, c'est cette liberté qui est vachement clé, qui nourrit la créativité, une certaine philosophie, puis il fallait se détacher et le faire vraiment de manière autonome, indépendante. Donc, parce que notre métier, il est quand même fait de ça, c'est la qualité de ce que l'on propose, en tout cas de ce que l'on présente, faut que ce soit incarné. Et ça n'a pas de prix. Donc, mais voilà, j'ai d'abord démarré, été mis le pied à l'étrier par une équipe senior, en tout cas une agence qui existait, c'était Raison Pure. Et puis ils m'ont fait confiance, et puis on a trouvé un accord, on s'est séparés, mais ça se fait par étapes en fait. Et je pense que c'est le succès, c'est quand on fait des choses qui collent, où une clientèle résonne, voilà, la confiance aidant, c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. Tu parlais de liberté, de confiance. Est-ce que y a un état d'esprit ou une certaine attitude, j'allais dire, dans laquelle on est quand on est dans une aventure entrepreneuriale et une agence indépendante? Moi, je pense que la question de l'opportunité, c'est déjà de savoir voir qu'il y a une opportunité. Donc, ça fait aussi partie intrinsèquement des personnalités qui vont savoir les repérer et ensuite pouvoir les exploiter pour se placer, en fait, pour créer quelque chose là-dessus. Et ça n'est pas simplement, tiens, les choses me sont tombées dans les bras, ouais. Mais plus j'ai une forme de tempérament. Et puis par rapport à nous, il y a 20 ans, 21 ans maintenant, quand je suis arrivée chez Star Trek, les agences sonores n'existaient quasiment pas. Donc, il a fallu inventer en fait tout ce métier, le professionnaliser. Donc, il y avait en fait dans le son très peu de formation en tant que producteur sonore, producteur son. C'est pour ça aussi qu'Alex me dit non, en fait, je vais t'apprendre. Ça n'existe pas en fait. Des formations, faut avoir de la curiosité et avoir envie d'aller explorer des choses. Ouais. Donc, curiosité, envie, voilà, il y a un moteur, oui, de curiosité, d'aller dans ces chemins un petit peu de traverse dont tu parlais. Ouais, puis je pense que moi je me souviens avoir découvert l'entrepreneuriat où en fait tu fais ce que les autres n'ont pas envie de faire. T'es pas patron. Moi j'aime pas du tout d'ailleurs ce terme de patron. J'entends beaucoup de journalistes en parler. C'est toujours des patrons, les patrons, les patrons. Je pense qu'on est dirigeant, ou on est. Tout à l'heure tu parlais de bateau, on est skipper. Je
crois que moi, je me reconnais plus comme skipper ou, je sais pas, premier de cordée si c'était en montagne, où en fait, il faut bien préparer ton équipe, il faut bien préparer ton bateau, il faut former les gens, etc. Mais on n'est pas patron, on se retrouve à gérer plein de trucs. Tu gères le copieur qui est en panne, le Mac qu'il faut renvoyer par coursier, je sais pas quoi. À l'époque, les Macs, ils plantaient, il y avait des bombes, je sais pas si vous vous souvenez. et tu gères plein de trucs. Et moi, je me souviens quand même que à partir du moment où je m'associe, on était, je sais pas, il y avait une équipe de 8-10 personnes. J'ai rien demandé, mais je bascule côté patron. Et en fait, les collaborateurs avec qui je déjeunais ne me proposent plus d'aller déjeuner avec eux. Donc il y a un peu quand même une traversée du désert assez violente. Tu t'y attends pas, quoi. Tu as 27 ans, tu te dis, mais attendez, je fais la même chose que vous, je suis DA, mais bon, voilà, je gère les plannings et je gère autre chose. Et en fait, non, tu bascules un peu d'un, je sais pas si on le côté obscur de la force, mais Sur le statut, ouais. sur le statut, ouais. Et puis après, en fait, cette traversée du désert, je pense qu'elle te renforce pas mal parce que ça t'oblige un peu à prendre du recul. Je me rappelle, j'allais écouter des disques à la Fnac entre midi et 2 pour me détendre. En préparant l'émission, je t'en avais parlé. Moi, je suis surpris aujourd'hui, 25 ans plus tard, de voir tous les métiers que j'ai agrégés alors que j'ai une formation de design produit industriel. Et aujourd'hui, je fais du corporate, du branding, du retail. Parce que voilà, on évolue avec notre métier, on l'apprend, il change tout le temps. Donc c'est le métier des arts appliqués au sens large. Donc on a des expertises, et puis on s'entoure d'experts incroyables. Et voilà, et en accompagnant les clients, moi, j'ai pas aimé mes années d'étudiant, et j'adore ma vie entrepreneuriale depuis le début, depuis le jour où voilà, c'est du concret, je gagne ma vie avec le métier que je sais faire. Je sais pas, on prend une place dans la société et ça a une utilité, alors qu'avant c'est un fantasme. Et moi j'ai démarré, j'étais très jeune, mais 21 ans, même pas une banque qui voulait me prêter de l'argent parce que le monde du luxe, c'était pas comme aujourd'hui, c'était un peu compliqué d'aller chercher des lignes de crédit, donc il faut se faire aider un peu par la famille et tout ça. Et ce qui est chouette, c'est après, quand on a cette confiance qui s'installe, vraiment entrepreneuriale, et après on déroule. C'est qu'on a envie d'essayer plein de choses, d'être récidiviste dans l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, tout est une super aventure. Je te rejoins complètement, et je compléterai parce que tu es un peu modeste. On fait plein de métiers en tant que designer, parce que moi aussi je viens du design comme toi, mais on est aussi DRH, directeur marketing, on fait de la comptabilité, on apprend à lire un bilan. Enfin, moi, je me souviens de première réunion de clôture de bilan avec mon expert comptable. Je me dis, mais de quoi il me parle? Quelle est cette langue? Ça, tu le mets au passif, à l'actif. Alors, il te faisait des listes, tu comprenais rien, quoi. Tu vois. Donc après, tu vas te reformer un peu pour essayer de mieux comprendre et anticiper ton bilan. Mais on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix. Puis, enfin, nous, on avait 0 cours en école d'art sur ces sujets financiers, compta. Même le management, quoi. Le management, c'est 15 ans d'apprentissage, quoi, peut-être 20 ans. Ouais, moi je pense que c'est la partie que je préfère. Mais ça, c'est. J'ai découvert ça, mais ça, c'est la matière humaine. Je trouve qu'elle est fondamentale dans ce qu'on fait. C'est être capable de. Enfin, les plus gros défis, c'est être premier de cordée ou c'est préparer une équipe en fait à affronter un défi et avoir un plan très précis et engager tout le monde. Et puis. Et quelle satisfaction quand on gagne un super pitch et quand on arrive à délivrer et quand en plus le client est content et que le projet reste des années. Voilà, ça c'est un accomplissement. Tu parlais de défis. Quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés de manière un peu récurrente, justement, dans Agence indépendante? Quelles sont un peu des priorités auxquelles on peut être confronté? Enjeux, priorités Si tu lis l'actualité, moi je pense que depuis 25 ans, si tu lis l'actualité et que tu prends pas de recul par rapport à ça, t'arrêtes tout puis tu vas ouvrir des chambres d'hôtes. Même pas sûr. Ouais, même pas sûr. Mais tu vois, tu prends quand même pas mal de crises, d'annonces, et en même temps, faut vraiment réussir à distinguer, à séparer tu vois, le grain de livret, parce que tu as plein de choses qui sont pas joyeuse, et en fait tu as plein de trucs joyeux en ce moment. Là, je lisais un article pas plus tard qu'hier qui disait qu'il y avait une super confiance dans l'économie et que l'entrepreneuriat en France se portait très bien. Et je pense que c'est ça, enfin moi c'est mon moteur, ça c'est dans les échanges que j'ai avec mes pairs, c'est d'avoir envie d'aller de l'avant, quels que soient les nuages qui s'accumulent à l'horizon.
L'enjeu par rapport à ce que tu disais sur c'est cet équilibre entre la solitude dont tu étais en train de parler et justement d'arriver à animer en même temps toute une équipe qui croit en toi. Quel projet est-ce que en fait tu leur proposes, de quelle manière est-ce que ce projet, cette vision est viable et ils ont envie de la suivre. Au-delà de aussi après proposer une vision à tes clients qui aient envie d'acheter, mais comment tu te positionnes là-dedans. Et la complexité dans ce monde depuis le Covid à peu près, c'est que la capacité de projection qu'on a, elle est à même pas 1 an en fait. Donc et donc notre particularité de production indépendante nous met en risque plus que des plus grosses productions qui sont intégrées à des gros groupes sur lesquels il y a des équilibrages qui peuvent les aider. Mais il y a ce risque qu'il faut arriver à doser. Tout ce qui est sur l'innovation aujourd'hui qui nous challenge énormément. De quelle manière est-ce qu'on a la capacité d'avoir du budget à investir là-dedans pour ne pas être pris de court, pour pouvoir continuer à inventer des choses. Et comment tu fais face à des crises qui sont importantes. Donc je parlais du Covid, mais avant ça, 2007, enfin on les a toutes vécues. Comment est-ce qu'on arrive à passer ces différentes crises, comment on arrive à structurer la société pour qu'elle soit résiliente. Voilà, c'est un peu les gros enjeux. Il y a un équilibre opportunité-risque. Enfin, gestion le bon dosage de saisir les nouvelles, avancer et en même temps peser, évaluer en tout cas les implications de ces actions, quoi. Ce qui m'interroge, en tout cas, c'est comment j'investis sur l'innovation, sur une projection à moyen terme. Donc, quand on se dit 5 ans, maintenant, c'est même plus une échéance qui est réellement... En fait, là, j'ai encore un doute, en fait. Est-ce que réellement la projection à 5 ans est possible ou est-ce qu'elle n'est pas possible ? À la fois, comme tu dis, des articles nous montrent qu'en ce moment, l'entrepreneuriat est solide en France et qu'au final, la France a une très bonne rentabilité, continue d'attirer des investisseurs et tout ça. Et en même temps, effectivement, il y a une injonction à se préparer à un conflit majeur, à un horizon 2030 qui est finalement très proche. Moi, ce qui m'amuse, parce que je trouve qu'entreprendre, il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Donc ouais, je m'amuse beaucoup. On voit passer, on a tous vu passer plein de mails depuis quelques années, des invitations à des séminaires ou à des webinars pilotés ou dirigés face à l'incertitude, etc. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on fait ça depuis tout le temps. Enfin, en tant que dirigeant, tu pilotes en permanence dans l'incertitude. Tu n'as jamais un carnet de commandes à 80% où tu te dis l'année va être cool. Tu sais qu'il va toujours se passer un truc, quoi. Et en fait, ça fait totalement partie du quotidien. Est-ce que être indépendant, ça change quelque chose dans la relation qu'on a avec ses clients et avec le travail, avec la dimension justement créative ? Parce qu'on est quand même dans un métier où on apporte des réponses et des réponses créatives, stratégiques et créatives à nos clients. Est-ce que le fait de se dire, on dirige, on s'aventure, on va explorer des nouvelles solutions ou qu'elles intègrent de la technologie ou qu'elles s'adaptent à l'époque. Qu'est-ce que ça change ? Je pense que ça dépend du client, mais si on vient en fait avec des visions radicales, et celles sont parce que indépendant, l'avantage c'est, on va chercher en fait les projets au mérite et au talent et au travail. Donc on n'a pas besoin de faire des compromis ou d'arrondir les angles ou je sais pas, ratisser large. C'est une position. On parle de groupe là. Juste avant, on parlait de rachats. Il y a eu beaucoup de rachats récemment. Et finalement, il y a des grands groupes avec plein de petites entités. Est-ce que ces petites entités sont finalement si indépendantes que ça, vu qu'elles ont des budgets globaux non. Et c'est là où nous, indépendants, on a une vraie agilité, une vraie force. Alors après, ça passe pas, mais moi, je sais que j'en ai fait un atout. Et j'ai radicalisé en fait les propositions parce que j'adore faire ça. Et je pense que s'il n'y a pas on va parler de création, mais c'est... Comment ça se manifeste, justement, je sais pas si tu as un... c'est pas faire du benchmarking, c'est aller puiser en fait dans des convictions plus fortes, c'est pas se contenter en fait de
la réponse en fait proposée par le client, mais essayer de l'amener un temps ou deux plus loin parce que c'est génial de le faire. Et si on bosse bien, voilà, c'est un projet un peu plus ambitieux, normalement un peu plus long. Ils vont chercher en fait les solutions s'ils sont bien capés pour industrialiser ou en tout cas pour réaliser le projet. Donc voilà, on retrouve là encore une fois moi j'associe la notion de design en fait à la notion d'innovation. Et si on est juste dans du relifting ou dans quelque chose qui s'apparente à de la politique, je sais que c'est pas fait pour moi. Et je dis pas qu'on sait pas le faire. Bien sûr, mais c'est pas la raison qui fait que la raison première de l'existence de l'agence et du métier que j'adore pratiquer tous les jours. Moi, je pense qu'un bon décès reste un bon décès, qu'il soit dans un grand groupe ou dans une agence indépendante. Si tu as un bon décès dans un grand groupe, même après un rachat, je pense que si tu sais toujours séduire les clients et que tu contribues à mieux vendre, a priori, tu continueras de faire ton job comme tu aimes le faire. Mais je te rejoins complètement sur cette notion de liberté d'action, peut-être de prise de risque, parce qu'on n'a pas de reporting, on n'a pas de compte à rendre à un actionnaire ou un groupe au-dessus qui nous dirait non, mais va pas prendre ça, c'est pas rentable, ou c'est par toi de tel client. Je pense qu'il y a une dimension assez affective aussi dans notre relation client. Enfin, moi, j'adore cultiver le long terme. J'ai des clients qu'on accompagne depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, quasiment 30 ans pour un client japonais à Paris. C'est assez amusant. Et qui nous remettent en compétition tous les 4 ans. Donc, en fait, on regagne tous les 4 ans parce que on se challenge et puis je pense qu'on a beaucoup enrichi notre culture par rapport à leurs attentes. Nous, la transformation en tant qu'agence chez Star Trek versus post-production son, elle est venue de deux facteurs. Le premier, c'était l'internalisation des prods son dans les agences de publicité, donc vers 2007 à peu près. C'est un peu ce gros mouvement qui est arrivé, qui faisait que de ce fait, on ne pouvait plus accéder à une part de marché directement sur la publicité ou des choses comme ça. Et j'arrive en fin de course sur les sujets. Donc, il y a une donc ça a fait naître une espèce de ces deux trucs conjoints, faisait naître une commodalité de notre travail avec plus de valeur, en fait. Donc, il a fallu se dire, de un, comment on revalorise notre travail, et de deux, comment on peut accéder à un marché dont les portes nous sont fermées aujourd'hui. Donc la réponse a été, on devient une agence et on va travailler avec les annonceurs au niveau de la plateforme de marque et se dire que le son est un signifiant de la marque au même titre que son image, son identité et de ce fait qu'elle doit être pilotée en interne ou externalisée et accompagnée, mais en tout cas ça doit être accompagné et voilà, c'est là où on a commencé à avoir cette position qui devient assez unique et qu'on a commencé à rentrer chez Citroën, mais maintenant chez Renault. Puis à ce moment-là, on a commencé à travailler avec toutes les équipes qui soient à la fois de la publicité, de l'événementiel, du design, en fait, toutes les équipes, on se retrouve à voir qu'elles sont impactées par le son et que le son finit par être le liant et le moteur de discussion entre les différentes équipes qui peuvent d'ailleurs, chez les différents clients qu'on peut avoir, s'entendre plus ou moins. Donc, et finalement, le son finit par être une espèce de Ça harmonise tout le monde. D'harmonie, exactement, entre chacun. Il y a une dimension de pédagogie aussi qui est liée à notre métier, à inventer, apporter des réponses, apporter des nouvelles méthodologies, faire prendre conscience de la valeur de nos métiers. Est-ce que c'est là aussi en permanence est-ce que c'est pas forcément un fardeau, mais est-ce que c'est aussi quelque chose à porter avec soi ? Une responsabilité. Vas-y Marc. Je trouve, Sébastien, tout à l'heure, tu parlais du management que tu adorais. Moi aussi, j'adore manager. Et pourtant, au début, c'était ce que je trouvais le plus difficile. Au début, dire non à un collaborateur, que ce soit pour ses congés parce que c'est pas la bonne période ou parce que tu dois juste le recadrer un peu parce qu'il est un peu merdé sur un truc, moi j'en dormais pas au début. Peut-être parce que je fonctionne vachement à l'affect. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est, tu vois, pour reprendre l'exemple que tu donnais sur le bateau, là, il y a le trophée Jules Verne qui est arrivé avec Sodebo et Thomas Coville dimanche.
C'est tout un équipage. Enfin, on doit s'obliger, notamment pour grandir, à avoir confiance en les personnes à qui tu vas donner la barre du bateau pour les te reposer. Donc, à un moment donné, tu vas faire des quarts. Donc, tu vas accompagner les gens. Et pour répondre à ta question sur la pédagogie, d'une part, on en fait beaucoup avec nos clients pour les convaincre, pour leur expliquer pourquoi le design c'est important, pourquoi dans le branding on fait ça, pourquoi on passe par toutes ces étapes, pourquoi en presse, en édition, on va s'arrêter là-dessus ou là-dessus. Nous, on se rend compte aujourd'hui, on a beaucoup parlé de bienveillance dans le management. Ça, c'est un peu le grand truc à la mode après Covid, et je pense que c'était super important à ce moment-là d'être beaucoup dans l'humain. Aujourd'hui, nous, on parle beaucoup d'exigence. Et l'exigence, c'est mettre la barre quand même assez haut dans ce qu'on délivre. Et je pense que c'est ça aussi une qui nous fait créative. vibrer. Ah, bah, clairement. C'est exigence créative. Exigence créative, bien sûr. Tu te remets à l'ouvrage et tu le reprends parce que ça doit être nickel. Enfin, j'imagine que dans vos métiers, moi, je fais pas de vidéo ou de son, mais... En tout cas, moi, ce que je vois, c'est ce qui fédère le plus, c'est effectivement les équipes internes, c'est que les projets soient ambitieux et qu'on ait envie de les sortir. En fait, c'est ça qui stimule tout le monde. Donc, de fait, tu fais beaucoup d'accompagnement, tu vois, notamment de jeunes collaborateurs. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. Parce que quand tu travailles l'exigence, effectivement, tu les fais reprendre un certain nombre de choses et en fait, ils vont découvrir par eux-mêmes. Tu vas leur dire, parfois, je te fais faire des trucs. C'est peut-être dans 6 mois ou dans 1 an que tu te diras, tiens, mais en fait, c'est super utile. Moi, je me surprends, mais chaque projet ou chaque métier en fait a un peu des méthodes qu'on peut apprendre un peu à l'école quand même. Il faut quand même reconnaître. En tout cas, moi, j'ai appris des méthodes de travail lors de mes formations scolaires quand même, que j'essaie de mettre en application malgré tout, quand c'est un peu le bazar. Mais dès que ça devient très ambitieux, je pense qu'il faut toujours être dans les phases aval. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, cette anticipation de l'anticipation, et de mettre en place des choses assez claires, compréhensibles. Donc, faut à la fois faire de la pédagogie un peu commerciale, de production, bien détailler les choses. Et puis après, derrière, faut en assumer les conséquences et avoir les bons profils et interroger l'industrie et toujours pousser plus loin. Parce que je pense que plus on vise loin, plus c'est compliqué et ambitieux. Et comme n'importe quel projet, je pense que ce qu'on dit là est valable dans presque tout. Mais la création ou l'innovation, c'est à ce prix-là. Et c'est pour ça que notre métier change tout le temps, les techniques évoluent tout le temps. Donc on est tout le temps en train d'apprendre. Oui, il faut être extrêmement curieux. Et il faut embrasser, on n'a pas encore parlé d'IA, mais embrasser les révolutions ou les crises, et elles se succèdent les unes après les autres, et il faut faire avec. Ça fait partie du challenge quotidien. C'est là où on est meilleur, en fait. C'est la suranticipation, au final, si elle finit par cristalliser des angoisses, il faut juste accepter que finalement, les choses arrivent et il faut être résilient, c'est ça. Et comment est-ce que nous, on va être résilient pour pouvoir passer les différentes crises quand elles sont là, ou en même temps inventer les choses de demain, en fait, le métier de demain, puisque ça a été un peu toujours notre leitmotiv, quoi. Alors, on invente ensemble, parce qu'effectivement, être indépendant, ça ne veut pas dire avoir une agence indépendante, être dirigeant, être dans cette liberté aussi créative et de proposition, de parole aussi avec les clients. C'est pas non plus isolant. On a toujours une équipe, on a un client, finalement, on est toujours en écosystème. En fait, aussi, la transformation du métier, elle est aussi arrivée avec une professionnalisation de notre métier et du coup avoir des pairs de qualité. Travail, l'exigence de notre réponse nous oblige à être inventifs, à trouver des choses toujours qui vont être différentes des autres et tout. C'est une compétition saine en fait. À partir du moment où on a une qualité qui se met au-delà de la question de la catéchèse, d'expliquer un petit peu notre travail et tout ça, c'est effectivement, on n'est pas tout seul à le faire en fait. Ça, il faut qu'on se tienne tous à cette rigueur-là pour que notre métier se professionnalise en fait. Et puis c'est ce que disait Sébastien, c'est que j'ai compris que tu voulais qu'on fasse une petite page de pub sur l'ADC pour dire ça permet de se retrouver entre agences et dirigeants d'agences. Donc oui, Pierre, si vous êtes agence, vous n'êtes pas encore à l'ADC, rejoignez-nous. Merci Marc. Il nous reste encore 2 autres pages de pub avec Domiti et Sébastien. Non, je plaisante, mais on parlait de la solitude du dirigeant tout à l'heure.
Sébastien, tu parlais de curiosité. Je pense que pendant tout le temps, on regarde ce que font les autres, en fait. Enfin, dans notre démarche artistique, c'était la même chose à la Renaissance. Quand tu as un peintre qui a découvert la perspective, tout le monde s'est mis à faire de la perspective. Et toutes les grandes périodes de peinture ont fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Nous, on travaille beaucoup la typo. Là, on reparle de la Gotham. On a dit qu'on faisait pas de politique. On va pas parler de la Calibri, de la Times. Au sein de l'administration américaine, je pense que vous avez tous suivi l'histoire. Mais voilà, la Gotham, elle n'arrive pas par hasard. La Gotham, c'était une police d'enseigne new-yorkaise des années 30 qui a été redessinée par un graphiste au moment où ils ont créé les premiers visuels pour la campagne d'Obama, les Hope, Yes We Can, etc. Et du coup, les mois suivants, les années suivantes, tout le monde a utilisé la Gotham. Puis il y a eu la DIN qui date du 19e siècle, etc. etc. Je rebondis sur les exemples. On invente la perspective, on innove, on invente des méthodes, des approches, que ce soit organisationnelles ou même créatifs, des outils créatifs. Est-ce qu'on peut tout se permettre quand on est une agence indépendante ? On peut justement pas tout faire. Tout à l'heure, tu parlais d'IA. Et il y a 2 ans, moi j'ai entendu que tu as des grosses agences qui racontaient grâce à l'IA, elles géraient 90% de leurs recos. Je pense que nous, en tant que petite structure, moi je n'arrive pas encore à faire pondre des slides à l'IA parce que peut-être qu'on y met beaucoup de notre touche personnelle. Mais quand tu es indépendant, tu n'as pas la même force de frappe non plus. C'est pas un sujet facile parce que c'est l'équilibre. Encore une fois, il faut bien connaître ses clients et bien évaluer en fait la dimension risque. Tout le monde n'est pas habilité en fait à aller très loin. Donc je pense que c'est un peu hélas l'expérience et il faut se prendre quelques tôles pour se dire on ne refera plus comme ça. Mais donc ce qui est chouette, c'est le fruit de l'expérience. Je pense que c'est ça le paradoxe. Des fois je me dis 25 ans ça fait beaucoup et en même temps ce vécu en fait il est très utile et qui fait que les problématiques on les rate pas pareil et c'est le cumul des expériences qui fait que on peut relever des défis encore plus grands ou peut-être prendre plus de risques. Mais il faut pas toujours. Je pense que je travaille pas de la même manière que je travaillais il y a 25 ans et j'étais souvent un peu all-in et je me suis pris quelques tôles pour rien. Alors qu'aujourd'hui, je suis capable de, quand c'est très ambitieux, si le client y croit pas, de reprendre mon téléphone, d'appeler en fait la cliente ou le client et lui dire regarde bien, ne passe pas à côté, ça vaut la peine et je fais pas sans raison. Mais ouais, c'est pas facile parce que si c'est trop compliqué, si on se prend une tôle, c'est un échec total, à la fois réputationnel, même c'est la confiance en fait dans l'équipe. Et même chose, si on est trop dans la facilité à prendre un budget, se dire on s'en fiche le truc, de toute façon on ne le mettra pas dans le book, c'est pas bien non plus, c'est pas sur le long terme, même court terme, c'est pas. Donc c'est un équilibre, c'est comme un bateau. Il y a la question de l'éthique que tu as et que tu as envie de donner aussi à l'ensemble du groupe que tu portes. Enfin, jusqu'où déjà, est-ce que tes salariés sont OK pour aller t'accompagner sur telle ou telle manière de faire ou d'aller explorer des choses ? Et je pense qu'il faut être vraiment en accord avec toi, à l'intérieur de toi, ce que tu es en fait. Moi, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai toujours refusé d'aller sur... moi, j'aime les compétitions saines. C'est ça qui me plaît et j'ai pas envie... dans ce cadre-là, je trouve ça hyper stimulant. La question du réseau, comment tu actives ton réseau, comment tu fais pour répondre créativement. Donc, c'est un multifactoriel. Mais par contre, il y a des limites avec des grandes lignes rouges. Tu peux nous en donner J'ai toujours dit que je n'irais pas. Et donc en interne, ça a toujours été OK. Moi, je suis arrivée dans les late... début 2000, dans la publicité, il y avait des gens qui partaient en voyage aux frais des productions. Donc, par exemple, de ce genre de choses, c'était des bakshish qui étaient... c'était cette culture-là, quand je suis arrivée là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé les années 2000 ou même fin 90 pour le mieux. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assainies. Mais bon, donc voilà. Et donc là, aujourd'hui, l'arrivée de l'IA pour
ne pas la citer, te re-challenge sur ton éthique, jusqu'où tu vas, quelle est ta responsabilité vis-à-vis de quoi, en quoi tu n'entraves pas l'innovation, parce que oui, l'innovation, dans chaque innovation, il y a la capacité, quand on invente la roue, de fait, on ne fait plus des rondins de bois pour tirer des chariots, on fait des roues, donc il y a une partie d'un métier qui s'arrête. Alors, de quelle manière est-ce que ça, c'est un cycle normal, et de quelle manière est-ce que tu détruis complètement un écosystème en ayant la responsabilité il y a en son, il y a tout un sujet, notamment sur par exemple la voix off, mais plus largement sur Avec l'IA, ouais. Ouais, la musique, mais... On les adore, nous, les voix off. Vivement qu'on n'ait que des chanteurs, des comédiens, avec des voix d'intelligence artificielle. Je plaisante. Non, mais c'est effectivement tout un sujet légal, juridique, derrière lequel il y a une équipe. Il faut qu'on se staffe beaucoup plus quand on grandit sur la partie légale. Nous, on a 3 personnes maintenant qui sont au légal, qui sont des vrais, plus un cabinet d'avocats, donc du coup avec qui on ping-pong beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait pas, même dans les phases d'appel d'offres, et aussi parce que, encore une fois, c'est un peu la limite, pardon, je t'interromps, mais c'est un peu aussi, quand tu parlais de limites, c'est ça. Il y a des limites qui sont légales, mais en même temps, il y a des gens qui traversent largement la ligne dans la création, parce que pas vu, pas pris, quoi. Donc voilà, c'est jusqu'où tu vas quand tu es en phase d'appel d'offres, qu'est-ce que tu proposes. Est-ce que l'état d'esprit de curiosité, oser, essayer des nouvelles choses, ça se transmet en fait ça se transmet aux équipes? C'est essentiel déjà parce qu'on les inspire en tant que dirigeant par cette prise de risque ou par cette manière d'aborder un brief, en faisant un pas de côté, en faisant preuve de beaucoup d'audace. Mais après, c'est, je pense, beaucoup la confiance que tu peux placer dans tes collaborateurs. Tu les choisis, tes collaborateurs et tes collaboratrices. Quand tu les recrutes, tu veux les meilleurs. Donc forcément, tu as des gens qui sont bons. Et après, c'est de les faire grandir. Donc, pour les faire grandir, il faut à un moment donné leur dire, toi aussi, tu peux prendre ce risque-là. C'est hyper important, je trouve, de délimiter un périmètre pour même un jeune collaborateur, une jeune collaboratrice, un chef de projet, un designer, etc. Et lui dire, mais en fait, ça, tu peux, quoi. Tu vas gérer tu vas suivre ce client-là dans ton portefeuille, ça reste le client de l'agence, mais là, tu vas être un peu indépendant d'une certaine manière. Moi, j'essaie de leur faire toucher du doigt cette capacité à décider par eux-mêmes, ce qui n'est pas facile, parce que c'est assez confortable finalement de dire c'est pas moi qui prends la décision, je ne suis pas responsable. Et dire, mais en fait, quand tu vas te retrouver en responsabilité, parce que tu pars en déplacement, parce que tu gères, je sais pas quoi, un tournage, un shooting photo, etc., tu vas devoir prendre des décisions. En événementiel, sur du stand, c'est en permanence. Tu te dis pas, quand tu fais un stand sur MIPI, Macan, t'envoies un collaborateur, tu te dis pas j'espère que tu n'auras pas une merde. On sait qu'il y aura une merde. C'est comment tu vas la gérer. Et tu auras forcément un petit problème technique avec les gens qui montent le stand, avec je sais pas quoi, il y a des sujets de régie, d'écran qui marchent pas, etc. Et ça, tu devras le gérer. Et je pense que c'est hyper intéressant de leur donner ça. Nous, on est sur le son des traumatisés, un petit peu, je dirais. Parce que tout le monde a vécu, en fait, le loupé de l'industrie musicale sur l'arrivée du MP3, par exemple, de ne pas l'avoir vu. Alors, quand j'étais à l'école, on m'expliquait que l'une des raisons était que, en fait, la digitalisation, c'était un truc de secrétaire. C'était envoyer des mails, les premiers mails, c'était les secrétaires qui étaient sur les ordinateurs, et que en fait quand on était PDG on était très loin de tout ça, fallait surtout pas qu'on touche à l'ordinateur en fait, et que du coup ils se sont passés à côté d'une forme de révolution technique, parce que justement il y avait ce statut ou ce décrochage entre la base et le top management qui était très haut. Donc ça fait partie à l'inverse de la culture d'entreprise, de pouvoir mettre en communication toutes les échelles
toute l'échelle hiérarchique chez Star Trek, par exemple, sur les sujets sur lesquels on travaille, parce que l'idée peut venir de partout, même si elle vient aussi de l'expérience. En fait, l'expérience, elle va être de faire d'une idée bonne un élément très fort qui va nous permettre de gagner une compétition, parce qu'au final, d'avoir des idées, il y a plein de gens qui ont plein d'idées mais qui n'arrivent pas à les mettre en œuvre et à faire que cette idée ait de la valeur. Donc voilà, mais par contre, le marronnier d'idées, il faut arriver à le cultiver. Et c'est justement, tu parlais de confiance, de mettre les gens suffisamment en confiance pour qu'ils puissent avoir envie de s'exprimer, de pouvoir les écouter et de faire remonter leurs propositions, en fait. Il y a plein de tips, hein. C'est parfois de poser des questions ouvertes quand tu as un problème. Et ça, on n'est pas forcément formé à ça, et du coup, on l'apprend parfois parce que tu fais, je sais pas quoi, un séminaire BPI France ou je sais pas quoi. Ah non, on n'a dit pas de name dropping, mais ils sont bien BPI France, ils accompagnent les petites structures avec des super projets, et du coup, qui permettent de rompre la solitude du dirigeant. Mais des tips comme ça, où en fait, face à une problématique, tu invites la personne à trouver la solution, en lui disant, mais voilà, t'es des bac+5, t'as fait une école, une bonne école de design, ou une école de commerce, une école de communication, tu vas trouver la solution. Ou comment toi tu vois les choses. Et je pense que ça passe aussi par là, de leur faire toucher du doigt cette idée d'autonomie, d'initiative, de prise de responsabilité. Et d'être orienté solution. Et aussi, il y a peut-être un point sur lequel je voulais rebondir, qui était tout à l'heure, tu rappelais quelque chose qui est peut-être, je crois, le lot de tous les, je ne sais pas si c'est le lot aussi de tous les dirigeants et dirigeantes, mais s'autoriser. En fait, est-ce que le plus gros frein, finalement, c'est pas soi-même, et de se dire, oui, est-ce que je me permets de faire ça? Enfin, même, voilà, Sébastien, tu rappelais aussi tout à l'heure, je tente des choses, j'y vais, bon, après, quoi qu'il arrive, j'apprends. Mais est-ce que finalement, c'est s'autoriser, voilà, à prendre des risques, et en fait, c'est nous-mêmes, ça, notre plus gros frein à entreprendre, à être indépendant, c'est notre limite, c'est nous-mêmes. Oui, mais il y a des limites, hein. On peut pas tout, voilà, on le sait. Parce que voilà, je pense que ce qu'on engage, j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que ce qu'on a de plus précieux, c'est notre réputation. Et elle met beaucoup de temps en fait à se construire, elle est fragile, et en interne, en externe, chez les clients. Et c'est un tout petit monde, un tout petit métier, tout se sait assez vite, c'est une petite musique. Quand ça fonctionne bien, on voit qu'on est écouté différemment. Quand on est plus jeune, c'est plus dur de convaincre. Donc, et je me rends compte aujourd'hui que ça se fait à différentes strates. Moi, je suis hyper content. Donc, on va parler d'indépendance, mais moi, j'ai décidé, pendant le Covid et même un peu avant, de me réassocier avec quelqu'un de plus jeune, justement pour compléter. Et c'est une évidence, mais mon associé, Sébastien, donc c'est facile, et Ray, il est extraordinaire en fait sur la dimension politique et stratégique. C'est là où je vais pas trop parce que j'ai le sentiment de perdre mon temps ou de pas comprendre, mais faire le lien en fait avec et de préparer tout un écosystème pour pouvoir recevoir en fait quelque chose d'ambitieux ou très créatif. Donc et ça, je découvre que la création a besoin de politique en tout cas, ou de politiser le travail, parce que c'est un propos qui engage une industrie et que faut bien comprendre en amont l'écosystème en fait du client pour pouvoir délivrer quelque chose au bon niveau d'ambition. Et voilà, et ça j'aurais jamais dit ça il y a 10 ans. Et parce que ça prend beaucoup d'énergie en fait de préparer tout ça. Est-ce que vous avez un conseil pour tous les indépendants, indépendantes? Non, mais je te l'avais dit quand on s'était parlé, c'est paradoxalement, j'ai pas le sentiment en fait d'être si indépendant que ça. C'est que on le fait par choix lié à notre métier, et je pense que le métier en fait nécessite ça, mais en réalité on dépend de tellement de choses. J'adore dire à mes salariés quand on parle de management, mais en fait on est en CDD tout le temps, ou on est en freelance, et j'adore les écouter en fait en se sentant protégé par un contrat. Aujourd'hui, les gars, je suis pas sûr qu'on finisse l'année, mais c'est la vérité. Donc parce qu'on n'a pas de contrat annuel, donc on est toujours comme ça sur un truc un peu flottant. Je pense que c'est une philosophie. Est-ce que c'est un statut? Non. Oui, pour ceux qui ont envie, moi je trouve que c'est une aventure qui est géniale. La création d'entreprise en France, elle a été hyper simplifiée en fait, c'est quand même super facile. Et puis tu as plein d'auto-entrepreneurs, de freelance, etc. On les connaît, puis finalement ils prennent quelqu'un pour les aider,
puis ils basculent en mode société. Et je pense qu'il faut pas hésiter. Enfin, c'est une super aventure. Et je pense que la France est un territoire fabuleux pour ça, parce que les échanges sont hyper faciles. Aujourd'hui, tu as des conseils partout, tu as des vidéos, des excellents podcasts de l'ADC aussi. Et, deux. et je pense qu'il faut pas hésiter. Et tu as raison, je pense que c'est aussi une philosophie, quoi. Moi, parfois, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant tiens, je me rends très bien l'activité, tu as fait comment? Tu as une assurance chômage? Je dis non. Ah bon, et pour ta retraite? Non plus. Et en fait, il te parle de retraite? Ouais, non, d'accord. Mais, tu vois, je pense que ça fait cette espèce d'incertitude ou de prise de risque, elle fait complètement partie de notre vie. Et je pense que quand on l'apprivoise, cette incertitude, et on l'aime bien en fait, hein, je pense qu'elle nous challenge. Indépendant, ça ne veut pas dire. Parfois, j'entends aussi des gens qui disent toi, tu as de la chance, tu n'as pas de patron. Mais en fait, si, tu le disais, on a tous nos clients. Tu as tous tes clients. Et même d'une certaine manière, moi, j'estime que mes collaborateurs et mes collaboratrices, je leur dois quelque chose. Quand tu dis il faut essayer de bien finir l'année, mais en fait ça te challenge, quoi, parce que tu les regardes tous et tu te dis il est super important que je garde l'équipe, on est en train de se projeter, on est en train de recruter, on est en train de développer, d'aller chercher des nouveaux marchés. En fait c'est ça qui nous challenge et moi je sais que c'est ça que j'adore, quoi, tous les matins quand je me lève. Pour les gens qui viennent de ce milieu des arts appliqués, j'ai envie de dire qu'ils ont le meilleur bagage de formation pour pouvoir être free. Free ou même à la direction, même si au début, enfin en tout cas se lancer. Et après comme tu le disais, on a la chance en France de pouvoir être très accompagné, d'avoir des très belles structures d'accompagnement de dirigeants. Par le biais de nos grandes écoles qui nous offrent des formations, qui nous permettent d'accéder à de la formation de qualité tout au long de notre parcours. Et par le biais de BPI, oui, tu l'as cité, nous on s'est fait accompagner aussi l'année dernière, BPI allié avec HEC et tout. Enfin, il y a des accélérateurs qui permettent de lancer en fait les sujets, ou en tout cas d'être sécurisés. Donc il faut essayer de ne pas avoir peur de se lancer. Mais c'est aussi, alors, notre formation d'art appliqué nous projette en fait dans le fait de pouvoir très bien avoir cette vision d'analyse de genre là, les contraintes, les opportunités et comment créer l'interface. Mais par contre, notre bagage de français nous retient vraiment de sauter ce pas. Et ça, malheureusement, il faudrait travailler sur cette culture de se lancer, de la confiance, de l'entrepreneuriat, de pouvoir tester. Ouais, exactement. Et moi, j'étais la semaine dernière à Maison et Objets. Tu vois aussi plein de petites structures françaises qui existent pour certaines depuis quelques années et qui marchent super fort. Et ça part d'un designer qui a rencontré quelqu'un qui s'est dit tiens, on va faire ça. Ou des équipes qui reprennent des boîtes, genre des Tolix par exemple, voilà, qui existent depuis le début du XXe siècle, ou 1927 je crois. C'est toujours une équipe de 19 personnes. À Autun, tu vois, et qui continue de construire de concevoir et de diffuser un mobilier fabuleux. Et je trouve que toutes ces aventures entrepreneuriales en France, elles doivent vraiment nous inciter. Enfin, déjà, elles nous donnent beaucoup confiance, moi, en tant que dirigeant, en disant, on est quand même sur un super territoire. Et puis, tu vois aussi pas mal de gens qui reviennent des États-Unis en ce moment. Donc, il y a une vraie belle opportunité de... C'est intéressant aussi de voir dans la manière de se faire aider sur les financements. Donc du coup, il y a effectivement le premier c'est d'aller se tourner vers les financements publics, mais maintenant il y a carrément des plateformes qui mettent des financements privés à hauteur de nous, tout un chacun, on peut participer au financement privé de tel ou tel projet. Et du coup, ça a été une levée de fonds qui a été faite par Duralex. Là, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques... il y a quelques mois, il y a même pas, où les Français sont tellement attachés à Duralex qu'ils ont explosé le plafond de ce qu'ils attendaient comme financement pour pouvoir innover dans l'entreprise. Ils voulaient racheter des machines pour lancer l'innovation après avoir créé une coopérative de salariés. Même dans le financement, il y a de l'innovation et il y a des choses à aller chercher si on a des bonnes idées pour pouvoir nous soutenir. Tu parles de la puissance de la marque. Ça, c'est génial parce que qui dit puissance de la marque, dit agence et du patrimoine, de marque. Hein.
dit être bien accompagné par des agences de design. Ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Est-ce qu'en France, on a cette culture de l'entrepreneuriat, de lancer des projets, des agences? Marc disait que on est très bien guidé, mais je pense que ça s'est démocratisé. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, les podcasts, YouTube, en tout cas, il y a énormément d'informations qui circulaient. Je me rappelle où, si je me suis associé en fait à une entreprise pour démarrer, c'est que c'était opaque et je n'avais pas appris à l'école et c'était, je pense, très ambitieux, voire compliqué, voire, je sais pas, impossible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de microstructures, il y a beaucoup de nouveaux statuts. Oui, puis il y a une réelle envie, je pense. Oui. Moi, je me souviens, j'avais fait un petit cursus HEC il y a peut-être une vingtaine d'années, justement, pour aller chercher ces bagages, compta, finance, etc., management. Et la majeure entrepreneur à HEC, c'était quoi, 5% des élèves, quelque chose comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à plus de 30. Et en fait, tu as des gens qui sortent de très grandes écoles de commerce, par exemple, et qui décident d'aller monter un resto. Ils font 6 mois dans une boîte de conseil, ils se disent « Non mais attends, jamais de la vie ». Et qui partent dans une aventure entrepreneuriale complètement différente. Ils vont pas compter leurs heures, ils vont prendre beaucoup de plaisir, enfin on leur souhaite. Et je trouve que la France, pour ça, elle s'y prête vraiment très très bien. Regarde, le nombre de créations d'entreprises, il a explosé depuis 15 ans, peut-être depuis l'arrivée aussi de pas mal de startups, de Station F. Tu as quand même relativement peu d'écoles dans le design qui forment à l'entrepreneuriat. Moi, aux Arts Déco, c'était un non-sujet. On parlait pas finance, on parlait pas création d'entreprise. Et en fait, je pense qu'on est tous alignés là-dessus. C'est quand tu démarres en tant qu'entrepreneur, mais tu n'as pas le bagage. Et en fait, tu vas être curieux, tu vas tester, tu vas faire des erreurs et tu vas te prendre des claques. Et tu vas continuer de grandir. Et c'est ça que j'aime. Et puis on va décider d'aller se former. Et puis on a tous acheté des bouquins. Tu sais que tu as été rassuré sur le côté de toi dans l'étagère, mais tu les ouvres pas. Et après, c'est le conseil de tes pairs. Et je trouve que l'ADC, encore une fois, c'est aussi une super association qui devrait nous permettre peut-être d'accompagner des jeunes pousses, un mini incubateur de designers, pour leur dire mais vas-y quoi. Après te former, tu auras ton expert comptable qui va t'expliquer comment faire. Tu vas avoir peut-être ton partenaire banquier ton partenaire bancaire qui viendra te donner aussi des tips. Et puis après management, t'as pas vraiment de livre. Hein, Et après on se dit et donc finalement là, il y a peut-être quelque chose à faire et c'est le début de l'aventure. Merci à vous trois. Merci à toi. Merci Pierre, parce que Pierre, tu as plein de choses à nous apporter toi aussi en tant qu'entrepreneur. C'est vous. Moi, je porte la parole des autres. Okay, donc je te le redis. Canon. Merci beaucoup Pierre. Merci Pierre. Et merci Domiti, Sébastien, Marc. Pour en connaître davantage sur le design de marque et celles et ceux qui le font, rendez-vous sur le site de l'ADC, Association Design Conseil, et à bientôt pour un nouveau talk de l'ADC. C'était les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Les talks qui donnent la parole à toutes les voix du design. Pour en connaître davantage sur le design et ceux et celles qui le font, rendez-vous sur le site de l'ADC, adc-asso.com. À bientôt pour un nouveau talk de l'ADC. In Design We Trust.